Derrière les uniformes Feldgrau, vert de gris, de l'armée allemande, deux forces coexistaient, parfois en coopération, parfois en tension, la Wehrmacht et la Waffen-SS, mais ces deux structures étaient-elles vraiment alliées? Ou se disputaient-elles l'âme et la gloire du Reich? La Wehrmacht est l'héritière de l'armée impériale allemande. Elle regroupe l'armée de terre, la marine et l'aviation. Traditionnelle, disciplinée, structurée, elle représente une élite militaire professionnelle. En 1939, lors de l'invasion de la Pologne, c'est elle qui porte l'effort principal, orchestrant la Blitzkrieg avec méthode et efficacité. Face à elle, la Waffen-SS, branche militaire de la SS, Schutzstaffel, n'est pas née d'un besoin stratégique, mais idéologique. À la base, la SS est la garde personnelle d'Hitler, mais Heinrich Himmler en rêve autrement, une armée parallèle, composée d'hommes racialement purs, prêts à mourir pour la cause nazie. En 1939, la Waffen-SS ne représente qu'une poignée de divisions. Mais très vite, elle va croître, s'internationaliser et devenir une force redoutée. Officiellement, Wehrmacht et Waffen-SS devaient marcher main dans la main pour la gloire du Reich. En pratique, c'était souvent la guerre des égos, des prérogatives et des idéologies. Les généraux de la Wehrmacht, issus des vieilles familles prussiennes, étaient souvent méfiants voire hostiles envers les ambitions de la Waffen-SS, qu'ils voyaient comme une milice politique, indisciplinée et sans tradition militaire. Un exemple frappant, l'opération Barbarossa, en juin 1941, l'invasion colossale de l'URSS. Si le haut commandement de la Wehrmacht dirigeait l'ensemble de la campagne, les unités SS avaient des ordres parallèles, directement dictés par Himmler. Alors que les divisions classiques suivaient des objectifs militaires, les unités SS comme la division Totenkopf avaient des missions politiques et idéologiques, exterminer les commissaires soviétiques, les juifs, et toute forme de résistance civile. Cela posait des problèmes immenses de coordination, notamment lorsqu'un général comme von Bock devait expliquer pourquoi des soldats SS avaient massacré des villages entiers sans même l'en informer. Autre cas célèbre, en 1942, sur le front de Leningrad, la division SS Polizei prend des initiatives en dehors du commandement général. Ces actions non coordonnées désorganisent la logistique et mettent en péril certaines unités régulières. Le général von Küchler s'en plaint amèrement à Berlin, sans succès. Même en dehors du champ de bataille, la concurrence était palpable. Le recrutement en est un parfait exemple. Himmler lance dès 1943 de vastes campagnes de recrutement dans toute l'Europe, ciblant notamment les jeunes idéologiquement sensibles. Il entre en compétition directe avec la Wehrmacht, qui, elle aussi, a besoin de recrues. Résultat, les centres de recrutement deviennent le théâtre de véritables chasses aux candidats, avec des promesses contradictoires et parfois mensongères. En France, des jeunes sont enrôlés de force ou attirés dans la Waffen-SS sous prétexte d'engagement européen contre le bolchevisme. Le cas de l'approvisionnement montre aussi cette concurrence absurde. Lors de la retraite de Russie en 1944, certaines unités SS reçoivent des camions flambant neufs, pendant que des divisions de la Wehrmacht doivent évacuer à pied, faute de moyens. Himmler, qui contrôle sa propre chaîne logistique, favorise clairement ses hommes, provoquant des tensions croissantes entre commandants. Les frictions ne se limitaient pas au bureau ou aux états-majors, elles se traduisaient parfois en affrontements indirects sur le terrain, ou en comportements qui mettaient sciemment l'autre force en difficulté. Prenons l'exemple de la bataille de Normandie, à l'été 1944. L'armée allemande tente désespérément de repousser les Alliés. Mais au lieu d'une défense unifiée, c'est le chaos entre les unités SS et les unités régulières. La 12e Panzer-Division Hitler-Jugend par exemple refuse d'obéir aux ordres d'un général de la Wehrmacht, arguant qu'ils ne reconnaissent que l'autorité SS lors d'un repli stratégique vers Falaise. Un retard causé par un blocage entre unités SS et régulières entraîne la capture de centaines de soldats allemands. À Monte Cassino, en Italie, en 1944, c'est encore la même histoire, les troupes de la Wehrmacht, dirigées par le général Kesselring, doivent couvrir une vaste zone. Mais la Waffen-SS, présente avec la division Reichsführer-SS, refuse certains ordres et engage des combats trop tôt, compromettant l'effet de surprise et déclenchant une contre-offensive alliée prématurée. Un exemple extrême, en Hongrie, en mars 1945, alors que la Wehrmacht est en train de défendre les approches de Vienne, Himmler ordonne à la 6e armée SS Panzer de mener une attaque frontale contre l'armée rouge à Székesfehérvár.
L'opération est un désastre militaire. Les chars s'embourbent dans la boue, les routes sont mal préparées, la logistique est absente. Pourquoi cette attaque inutile? Pour que les SS puissent prétendre à une dernière grande victoire. Résultat, des milliers de morts, pour rien. La rivalité était parfois si forte qu'elle frôlait l'absurde stratégique. Des généraux comme Heinz Guderian ont confié après la guerre qu'ils devaient surveiller les décisions SS autant que celles de l'ennemi. Guderian aurait même déclaré: mieux vaut combattre les Russes que partager un front avec un fanatique en uniforme noir. Alors, cette double structure a-t-elle renforcé la puissance allemande, ou contribué à sa chute? Sur le papier, avoir deux forces parallèles peut sembler efficace: redondance, émulation, complémentarité. Mais dans le cas du Troisième Reich, cela s'est révélé profondément contre-productif. D'abord, parce que la rivalité nuisait à la cohérence stratégique. Des ordres contradictoires, une chaîne de commandement fragmentée, une logistique éclatée, l'Allemagne, surtout à partir de 1943, aurait eu besoin d'un commandement unifié. Or, Hitler a au contraire favorisé cette division pour mieux régner, créant un climat de méfiance permanente entre généraux. Ensuite, parce que la Waffen-SS attirait à elle une énergie militaire considérable, mais la dirigeait souvent dans des opérations plus idéologiques que militaires. De nombreux soldats brillants ont été sacrifiés dans des combats inutiles, tandis que la Wehrmacht, qui aurait pu défendre l'Allemagne plus efficacement, était laissée exsangue. Enfin, sur le plan politique, la militarisation de la SS a contribué à accroître les crimes de guerre, nuisant durablement à l'image de l'armée allemande dans l'histoire. Beaucoup d'atrocités, comme à Oradour-sur-Glane, Malmedy ou à Marzabotto, furent commises par des unités SS. Si la Wehrmacht a aussi sa part d'ombre, la brutalité systématique de la Waffen-SS a marqué durablement la mémoire collective. En résumé, avoir deux armées, ce n'était pas de la force. C'était du chaos. Et ce chaos a largement contribué à la défaite allemande. Si vous avez aimé ce voyage au cœur des coulisses de la machine de guerre nazie, merci de liker cette vidéo et surtout de vous abonner. À très bientôt.